Très heureuse de vous retrouver dans la totale dimanche. Bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Une interrogation dans Confraternellement. Le journalisme est-il un métier risqué? La parole aux acteurs des médias, c'est universel dans tous les pays du monde. Des hommes de médias sont menacés dans le cadre de leur travail et même tués. Et nous allons dans quelques instants évaluer les difficultés qui gangrènent notre métier ici au Sénégal, de la précarité dans les rédactions aux conditions de déplacement professionnel. Les accidents mortels se sont succédés ces derniers jours. Les routes tuent et le constat est amer. Au-delà de tous les facteurs de risque à déplorer dans le secteur du transport, les accidents de la route font perdre énormément d'argent à l'État du Sénégal. 1% du PIB par an, soit plus de 70 milliards de nos francs, et ce sera le sujet dans Coin Éco. L'Allemagne reconnaît pour la première fois un génocide en Namibie durant l'époque coloniale. D'après les récits d'histoire, il s'agit du premier génocide du XXe siècle. Berlin va plus loin et promet un soutien financier de plus d'1 milliard d'euros pour accompagner des projets de la Namibie. Nous en parlerons avec Maguey Kassé, germaniste. Il sera notre diplomate ce soir. Depuis Dakar, la rubrique Ailleurs s'intéresse au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. Un retour à polémique entre les partisans de l'ancien chef d'État et le régime actuel. Nous nous sommes rapprochés de la communauté ivoirienne à Dakar. Un retour au Et dans la rubrique Bouillon Culture, nous allons vous parler de Aminata Fall, une Saint-Louisienne, auteure, compositrice, interprète et comédienne. Elle a marqué d'une pierre blanche le monde des arts. Et enfin, la fiara se poursuit, un nouvel animal à découvrir dans la totale le dimanche. Il s'agira de la chèvre boyère, une variété sud-africaine renommée dans le monde entier pour sa viande. Bienvenue à tous. Tout journaliste a au moins entendu cette phrase. Un bon journaliste est un journaliste vivant. Une phrase, oui, qui fait sans doute allusion aux exigences du métier. Il y a du charme, c'est vrai, mais être journaliste, c'est aussi prendre des risques. Guidé par une passion pour informer juste et vrai peut parfois avoir de fâcheuses conséquences. Et c'est ce que nous allons tout de suite voir dans ce sujet réalisé par Mamadou Dian et Seleman Diallo. Les professionnels de l'information et de la communication bravent le danger au quotidien. C'est parce qu'ils sont investis d'une mission d'informer juste, vrai et en temps réel. Le journaliste affronte les grenades lacrymogènes, endure des bavures policières et met sa vie en danger. Les risques sont constants. Oui, c'est pas aujourd'hui, mais le journalisme a été toujours un métier à risque. Avant même d'aller sur le terrain, il y a certaines dispositions à prendre. Par rapport à certains événements, je pense qu'il est du devoir du journaliste d'identifier certains risques et les éviter. Ils sont énormes. Ils sont extrêmement énormes. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment, l'accident sur la route de Kédougou-Tambacounda avec la perte de des 3 confrères du côté du sud de l'RL.net. Ces risques dans l'exercice du métier transcendent le terrain. On ne peut pas dire que ce sont des risques spécifiques au journalisme, mais ce dont je sais, c'est qu'en vérité, pour le journalisme, c'est un métier qui est toujours à risque. Au-delà même du terrain, regardez un peu ce qui se passe. Combien de journalistes ont été agressés pour des propos qu'ils ont relayés? Cela voudrait juste dire que, au-delà même du terrain, ces journalistes-là peuvent être agressés. Donc le risque est partout. Les professionnels de l'information sont des acteurs incontournables dans la vie d'une démocratie, mais le métier de journaliste serait dangereux aujourd'hui au Sénégal. Ces responsables de rédaction exhortent leurs reporters à aller vers l'info tout en mesurant les risques. En tout cas, on leur dit souvent qu'il faudrait éviter les mouvements de masse. On ne demande pas aux journalistes d'être des guerriers entre guillemets. Donc, il faudrait mesurer les risques, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous, on les met dans d'excellentes conditions. Sauf qu'on est armés également sur le plan moral par rapport à certaines choses. Par exemple, lors des événements de mars dernier, l'information, d'accord, mais si vous entrez en sécurité, ne prenez pas de risques. Ne prenez pas de risques. En allant, on te transporte, il y a une voiture à ta disposition, un téléphone à ta disposition, toutes les conditions réunies pour te mettre dans des conditions pour te mettre à l'abri. Maintenant, c'est à toi, au-delà des dispositions prises par le groupe de presse ou la radio ou la télévision, c'est aux journalistes également de s'entourer de toutes les garanties. Chacun doit jouer sa partition, que ce soit le groupe de presse, mais également que ce soit le journaliste en question. 3 confrères du groupe Leral ont péri dans un accident tragique sur la route de Kédougou. Un douloureux épisode pour toute la corporation.
Par ailleurs, les journalistes prennent des risques dans l'exercice du métier, en plus des agressions, le plus souvent impunies, des risques souvent induits d'une certaine précarité. Merci beaucoup, Mamadou Dieng, pour ce reportage. Et notre invité ce soir, donc confraternellement, Ibrahima Bahoum, journaliste et formateur. Bonsoir. Bonsoir, consoeur. Oui, c'était lundi dernier, 3 reporters de nos confrères de l'ERAL décédés dans un violent accident de la route alors qu'ils étaient couvrir la tournée économique du chef de l'État Macky Sall. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'abord à l'annonce de cette nouvelle? 3 confrères décédés sur le terrain. C'est très dur pour tout le monde, mais c'est surtout parce que le journaliste mort était il y a quelques mois encore mon étudiant. Donc, je connais bien Abou Si. Et c'est très dur. C'est que, vous savez, il y a 2 aspects. On dit tout accident. Quand il y a mort d'homme, pour tout accident, ça pose problème. Mais c'est qu'à la fois, il s'agit de jeunes, mais aussi des gens au moins, il y en a un qui m'est très proche, parce que, bon, d'abord, entre Serré et Poulard, parfois, je me moquais de lui, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et puis, autre chose, l'espoir qu'il y avait, il était inscrit en master. Tout cela, je sais, c'est très dur. C'est vrai, quand on l'apprend, ça fait très mal. Oui, des journalistes morts sur le terrain, au-delà de la considération divine, bien entendu. Est-ce que cela peut-être pourrait nous amener à nous poser une question? Est-ce que le journalisme fait partie des métiers les plus risqués au monde? En tout cas, si on regarde les statistiques, est-ce que les journalistes dans le monde parlent eux-mêmes? C'est pourquoi on voit les statistiques. Est-ce qu'on le fait pour les autres? Je ne sais pas. Mais oui, du point de vue statistique, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux journalistes. C'est les morts, tués, accidents, violences exercées sur la personne. Agression, oui. Tout cela, des agressions, tout cela fait que, c'est vrai, c'est un métier à risque. Mais en même temps, on vous dira, c'est un choix que vous avez fait de dire, je vais, dans la démocratie, participer à la construction, à la consolidation, également à la surveillance de cette démocratie. Ça, c'est les journalistes qui peuvent le faire, c'est les médias qui peuvent y aider. Si vous choisissez d'y entrer, on vous dira, venez, c'est exactement comme si vous voulez aller, comme on dit, on ne peut pas entrer dans l'armée en disant que, bah, écoute, je vais entrer dans l'armée tranquille, puis je revenir prendre ma retraite. Tous les risques sont là. Évidemment, c'est différent, parce qu'au moins dans l'armée, on parle de défense. Et qui parle de défense parle de potentiellement de violence. C'est différent du journalisme. C'est complètement différent. Oui. Ici, on ne s'attend pas à cela du tout. Les risques ne sont pas complètement identifiés. Les risques ne peuvent pas être identifiés. Enfin, si on fait une cartographie des zones, on sait à peu près que c'est dans telle zone qu'il y a parfois ces problèmes, que les risques viennent généralement de telles situations, etc. Ça, on peut le faire. On peut faire sur une sorte de monographie des problèmes. Mais en arriver à pouvoir dire exactement tel jour, telle chose peut arriver, parfois, ce n'est pas évident. J'ai entendu effectivement notre confrère du Sud quotidien, Malik Ndiaye, qui précise clairement qu'on dit aux gens, vous n'êtes quand même pas des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le journaliste n'est pas un... Nous avions super-héros? N'est pas un super-héros. Et nous avions à l'époque stagiaire au journal Le Soleil, quelqu'un qui disait de nous, vous vous prenez pour des justiciers ou des oraux. Le journaliste n'est pas oraux. Il n'a pas à porter le combat d'autres personnes pour etc. Mais quand la situation est comme cela, l'obligation également, enfin, le devoir appelle le journaliste, aller sur le terrain, couvrir, montrer aux gens ce qui se passe. Parce que ce qui se joue ici peut avoir des répercussions sur n'importe quelle démocratie. Donc quand vous êtes dans un pays, vous êtes journaliste, vous travaillez pour votre public d'abord, le public c'est le public national, mais également au-delà, il y a d'autres publics qui vous suivent. Donc ce que vous avez à faire, c'est que quand il y a un problème ici, les journalistes aiment bien aller sur des terrains quand c'est très dur. Mais il faut que ça soit dur pour les autres et non pas pour lui. Quand c'est pas pour lui, c'est bon. Comment l'éviter, c'est ça. Oui. Comment l'éviter, c'est que vous n'avez pas à vous mettre entre deux belligérants. Mettez-vous à l'écart, prenez une bonne distance, assurez-vous que vous n'allez pas recevoir ce qu'on appelle les balles perdues. En fait, je ne parle pas de forcément guerre, mais ce qu'on appelle les balles perdues, ça peut être des cailloux qui arrivent, ça peut être des coups de poing qu'on échange, ça peut être des gens qui tombent sur vous, etc. Donc mettez-vous suffisamment à l'écart, parce que vous avez dit tantôt, le bon journaliste, c'est un journaliste vivant. On vous dit, le reportage que vous ne verrez jamais, c'est celui que devait faire un journaliste qui est mort. Le journaliste clair, mort, oui. C'est le reportage que vous ne verrez jamais. Donc, dans les deux cas, le journaliste, s'il pense qu'effectivement, ce qu'il a apporté, c'est de l'information, les gens l'attendent pour cela. Je dis, parfois, c'est des expressions que j'emploie toujours, je dis, le journaliste, il est en
promesses permanentes, mais il ne sait pas toujours ce qu'il promet. Le public est en attente permanente, mais il ne sait pas toujours ce qu'il attend. J'explique. Quand le journaliste est en promesse permanente, ça veut dire que de par sa profession, de par votre profession, que vous le sachiez ou pas, les gens vont toujours dire, bon, je vais écouter, regarder ITV pour voir ce qu'il y a de neuf, je vais écouter la radio pour voir ce qu'il y a de neuf. Ouais. C'est comme ça. Donc, vous-même, vous ne savez pas ce que vous allez dire. Autrement dit, en sortant d'ici, vous pouvez vous retrouver dans une situation telle que vous allez dire, je retourne rapidement à l'antenne parce que ce que je viens de voir, ça mérite que les Sénégalais le voient. N'est-ce pas? D'autres sur le terrain. Donc ça, c'est ce que je dis. Vous promettez, du fait de votre profession, vous promettez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous promettez. D'accord? De la même façon, le public est en attente, mais il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il se dit que de toute façon, je vais mettre le truc, je vais à l'antenne. Tiens, je vois qu'effectivement, il y a telle et telle chose qui arrive. Donc, il n'était pas au courant. Donc, il attend de vous que vous lui disiez des choses qu'il ne connaissait pas parce que c'est ça informé. C'est donner à quelqu'un ce qu'il ignorait. Donc, il attend cela de vous, mais en même temps, vous ne savez jamais ce que vous allez donner. Donc, c'est votre travail de terrain. Et ce travail de terrain peut effectivement vous mettre dans des situations extrêmement risquées, mais vous ne pouvez pas dire, parce que là-bas, c'est un terrain à risque, je n'y vais pas. Parce que, évidemment, au risque de m'agresser, je n'y vais pas. Parce qu'on risque de m'insulter, je n'y vais pas. Il se trouve malheureusement que cela fait partie de votre job. Mais, encore une fois, ne soyez pas des suicidaires. Oui. Personne ne vous dira, allez là sur le terrain, c'est extrêmement dangereux, mais allez-y quand même. Non, on va vous dire, c'est possible d'y trouver. Parfois, vous voyez de grands reportages que vous voyez à la télévision dans des zones de guerre. Certaines fois, le reporter que vous voyez, il n'est pas sur le terrain. Parfois, on prend des images d'autres situations qu'on rediffuse, mais évidemment, le journaliste, lui, il fait le commentaire. Ça vous donne l'impression que ça vient d'arriver. Oui. Il est vrai que ça avait quand même été filmé par quelqu'un. Mais c'est les mêmes images en question d'angle, par exemple. On dit, bon, ici, on vous a montré une personne, etc., dans notre situation précise. Ailleurs, on vous montre aussi ces différents angles, mais pour des événements qui sont plus ou moins passés en même temps, surtout les grandes manifestations. On se souvient des événements de mars dernier, c'était un peu comme ça. Des menaces qui avaient porté quand même un certain préjudice à certains médias, ce n'est pas à négliger non plus. Oui, c'est très grave. C'est même pas, je parle même pas de ce n'est pas à négliger, c'est que c'est très grave. Les journalistes n'ont pas à payer pour des... bon, je ne veux pas employer le mot parce que... Mais les journalistes n'ont pas à payer pour des fautes commises par d'autres. Les journalistes n'ont pas à payer pour des ambitions d'autres personnes. Les journalistes n'ont pas à payer... Des hommes politiques, précisément. Pas moi, je dis... les femmes politiques aussi, non, j'ai compris. Donc, les journalistes n'ont pas à payer pour cela. Ce qu'ils ont à faire, c'est leur boulot. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des gens, ils pensent qu'au nom d'ambition, on peut tout se permettre, aussi bien pour la conquête que pour la conservation du pouvoir. Hein. C'est la même chose. Ceux qui veulent conquérir, ceux qui veulent préserver, ceux qui veulent garder, c'est exactement pareil. Ça ne résonne pas beaucoup. Et le journaliste doit refuser, dans des cas comme ça, d'être le complice de quelque camp que ce soit. Ce n'est pas son boulot de porter le combat des autres. Le journaliste n'a pas à le faire. Il n'est pas un justicier, c'est vrai. Il n'a pas non plus à accepter les combats par procuration. C'est-à-dire qu'un tel a besoin de lui pour insulter un autre, un tel a besoin pour critiquer un autre. Si vous jouez ça, évidemment, vous vous faites des adversaires. Et ces adversaires-là deviennent parfois des gens extrêmement violents. Ou bien ils sont violents dans le discours contre vous, ils cherchent à vous intimider. C'est une autre forme de terrorisme, comme on dit, intellectuel ou médiatique. Tout comme, effectivement, vous n'avez pas à être, comment est-ce qu'on appelle ça le terme Wolof, c'est khalam, mais vous n'avez pas à être le guitariste de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que le Sénégalais lambda a compris cette mission du journaliste? Il ne doit pas défendre un parti politique ou n'importe quel autre parti. Il doit être au milieu, la médiathèque, comme on dit. Mais est-ce que le Sénégalais lambda a compris cette relation qu'il devrait peut-être entretenir avec un homme de médias? Je ne veux pas dire que les Sénégalais sont moins informés que tout autre pays. En vérité, c'est parce que simplement, c'est dans la nature humaine de vouloir chercher toujours quelqu'un avec soi pour en faire un partenaire. Des fois, comme on dit, vous mettez les rires de côté. Se mettre les rires de côté, c'est-à-dire que, bon, un tel, par exemple, il est là, je m'arrange pour utiliser un journaliste pour, comment est-ce qu'on appelle ça, détruire l'autre. Évidemment, ça, c'est chercher à se mettre les rires de côté. Mais ça également, ça peut se retourner contre soi. Parce que parfois, ce que vous utilisez comme journaliste,
ceux-là ont perdu la crédibilité depuis longtemps. Et si vous travaillez avec un journaliste qui n'a aucune crédibilité, vous ne gagnez absolument rien. Maintenant, est-ce que le public sénégalais, c'est lui qui n'a pas encore compris le rôle des médias? Je pense que quand même ça commence à se faire tard. Depuis que les médias existent au Sénégal, si nous n'avons pas encore compris, ça se fait tard. En fait, ils ont compris, c'est parce qu'il y a encore... Tout est lié à la démocratie. Comment les institutions fonctionnent, comment les partis politiques fonctionnent, comment les gens fonctionnent eux-mêmes. Tout est lié. Si effectivement on a l'impression que, quelque pouvoir que ce soit, si les gens ont l'impression que ce pouvoir-là utilise tel média pour se positionner, si le Sénégalais a l'impression que telle personne politique, femme ou homme, peu importe, cherche à utiliser les médias pour arriver au pouvoir et de manière indue, tout cela mis côte à côte, évidemment, ça crée plutôt une crise de confiance. Les gens, le public en arrive à se dire, bah, écoute, de toute façon, puisque c'est tous pareil, les politiques c'est pareil, les journalistes c'est pareil, il y a une sorte de désamour, de déconnexion de la public, du public, de la communication sociale. Les gens en arrivent à dire, bon, si c'est les journalistes qui le disent, ça ne sert plus à rien du tout. Donc, ils ont compris, mais ils ont tellement bien compris qu'à la limite, à force d'attendre ce qu'ils ne reçoivent pas, mais surtout, ils reçoivent des choses dont ils n'ont pas besoin, dont, à la limite, personne n'aurait besoin, mais parce que c'est des groupes qui font la pression, c'est des groupes qui manœuvrent, c'est des groupes qui payent, c'est des groupes qui font des dessous de table pour obtenir qu'on fasse de la publicité pour eux, pour obtenir qu'on fasse la communication pour eux, pour obtenir qu'on les mette au-dessus de tout le monde du point de vue de l'image. Évidemment, il arrive un moment que oui, les journalistes deviennent des gens moins crédibles. Mais dans le même temps, on se retrouve avec d'autres, justement, sur la base de cette affaire-là, qui se disent, ah, mais, au moins tel journaliste, c'est bon, alors que ce journaliste, ce n'est pas forcément parce qu'il est bon, mais c'est parce qu'il est en train de dire quelque chose qui vous arrange. Quand je dis vous, c'est pas à toi que je m'admets, mais que ça arrange le public, une partie du public. Il n'y a jamais quelque chose qui arrange tout le public. Il y a une partie du public qui se trouve. Et il y a une tendance à utiliser le journaliste comme quelqu'un pour porter le combat de l'autre, alors que le journaliste n'a pas à porter les combats. Maintenant, la liberté de commentaire existe. Le fait, il est sacré, le commentaire est libre. Vous avez une garantie de commenter les choses telles que vous voulez les commenter, mais assurez-vous d'abord que vous avez été fidèle aux faits. Une fois que vous êtes fidèle aux faits, la liberté d'opinion existe partout. Oui. Et parlons de risques extérieurs. On l'a souligné tout à l'heure dans le reportage, il y a les conditions dans les rédactions, des conditions du journaliste souvent fragiles, l'absence de contrat pour la plupart des jeunes reporters. Oui, il y a aussi pas de prise en charge médicale et pas de protection juridique. C'est un abus, oui ou non, qui pourrait peut-être conduire à ce genre de risque dont on parlait tout à l'heure. Quand l'autre m'a parlé de ces trucs, j'ai dit, bon, attends, je vais rapidement revisiter le code du travail. Et puis je vois, bon, à l'article, je crois que c'est le code 97-17, titre 11, article 167 et suivant. On vous parle précisément de comité d'hygiène et sécurité dans les rédactions. Ensuite, vous avez parlé de contrat. Il faut absolument... Un travailleur doit avoir un contrat en bonne et due forme, à durée déterminée, à durée indéterminée, peu importe. Et c'est sur la base du contrat que vous déclarez à la sécurité sociale. Le journaliste, l'entreprise doit avoir un compte de sécurité sociale en déclarant chacun des travailleurs, celui-là. Parce que quelque chose lui arrive, tout de suite, très immédiatement, et vraiment, c'est l'employeur qui prend en charge, mais après, c'est la caisse qui assure le reste, premièrement. Deuxièmement, il y a même l'assurance sur le terrain. Quand vous devez voyager, il n'y a pas que les frais d'émission qu'on vous donne, mais également, il y a une couverture qui doit accompagner ça. Et même pour aller à un reportage, il y a énormément de reporters qui prennent des taxis ou des bus pour aller à un reportage. Bon, prendre un taxi, c'est pas grave. En soi, non, je dis en soi. Laisse-moi te dire. Prendre un taxi en soi, c'est pas grave. Prendre un bus en soi, c'est pas grave. Mais ce qui pose problème, c'est que si vous prenez le bus, vous êtes parti pour arriver 30 jours, une heure après la manifestation pour laquelle vous vous étiez déplacé, ça ne sert à rien. Il y a des contraintes de ponctualité. Si vous êtes allé en taxi, c'est la même chose, sauf que la vitesse du taxi est vraiment la même, c'est la même à peu près que la vitesse du véhicule de l'entreprise. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quel que soit Alpha, on vous demande, dans le code de la presse, vous dit précisément que le transport du journaliste qui va sur le terrain est à la charge de l'entreprise. Vous avez bien dit, il y a des entreprises qui n'ont même pas de véhicule de reportage du tout, ça pose problème.
enfin, on les appelle reportages, mais disons que moi je préfère parler de véhicules pour aller faire de la collecte. Parce que reportage, moi je suis un homme de presse écrite, donc quand on dit reportage, j'ai tendance à regarder plutôt le genre journaliste plutôt qu'autre chose. Mais bon, écoute, il y a un glissement sémantique là-dessus, on met les deux ensemble. Donc, ça pose problème. Un journaliste doit aller sur le terrain. Il faut absolument lui créer les conditions les meilleures pour arriver à l'heure, pour arriver en sécurité. Parce que si le journaliste prend un taxi, prenons cet exemple-là, où il entre dans un Ndiagadjaï, peu importe. Oui. Le Ndiagadjaï n'est pas assuré. Lui, il fait un accident. Là. Il peut se blesser, tout peut arriver. Qui va couvrir? S'il n'a pas de prise en charge. S'il n'a pas de prise en charge, qui va couvrir? S'il n'a pas été déclaré à la sécurité sociale, qui va couvrir? Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est quoi? La prise en charge de la sécurité sociale, c'est que dès que vous sortez de chez vous, si vous êtes sur le terrain, c'est pour le travail, dès que vous sortez de chez vous à vos routes, quand je dis chez vous, je parle de tout, ça dépend. Si vous partez de chez vous, domicile, mais vous y êtes pour le travail, jusqu'au moment où vous revenez chez vous, si c'est toujours pour le travail, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Puisque les journalistes, généralement, ils partent de leur rédaction, si vous partez d'ici jusqu'à l'arrivée là, c'est couvert par la sécurité sociale. Donc tout ça, c'est couvert, mais encore, il faudrait-il avoir un compte de sécurité sociale. Vous avez donc posé la question et des contrats, vous avez posé la question des conditions de travail, mais quand les gens ont déjà des problèmes de paiement de salaire normal, pour le reste, c'est quoi? Vous êtes en train de me dire que c'est un luxe? Non, c'est pas un luxe, obligatoirement, on doit mettre les journalistes dans de bonnes conditions de travail. Parce que ne le faisant pas, le résultat, c'est quoi? C'est que vous allez quelque part. Vous êtes arrivé en taxi ou en bus, peu importe. Le ticket du bus, en tout cas, c'est quand c'est très très cher à l'aller-retour, ça ne fait pas plus de 1000 francs. Vous trouvez quelqu'un qui vous donne 5000 francs aujourd'hui, 10 000 francs demain, mais il commence effectivement à vous conditionner du point de vue de ce que vous allez écrire, de ce que vous allez produire, de ce que vous allez montrer. Parce que c'est comme cela, si vous n'avez pas la liberté de choisir l'angle de traitement de votre information, vous êtes en train de trahir à la fois la profession, mais également le public qui doit vous suivre, qui doit comprendre, qui compte sur vous. Alors quand je disais, vous promettez ce que vous ne savez pas, vous promettez ce que vous ne savez pas, parce que vous ne pouvez pas savoir a priori qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui arrivent de manière incidente, d'autres... En fait, il y a plein de choses. Le journaliste, il est en permanence sur le terrain. Comme disait un de mes cousins, là, bon, laisse-moi le dire en wolof, il dit, métier, en parlant de sa profession à lui, métier bobu, il dit, métier bobu du bir, day xey rek aussi. Mais je dis exactement, c'est la même chose pour les journalistes aussi. Vous ne pouvez pas tout dire, aujourd'hui il va se passer telle et telle chose, vous ne savez pas. Donc mettez-vous toujours en position de devoir vous déplacer, mais pour cela il faut toujours qu'il y ait un véhicule à côté pour pouvoir vous déposer. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il arrivera parfois que vous partiez de chez vous et que, bon, il y a telle chose qui se passe, je vais y aller. Tous les journalistes n'ont pas de véhicule chez eux. Leur véhicule, que ça soit donné par l'entreprise ou par eux-mêmes, tous les journalistes n'ont pas. Mais au moins qu'on s'assure qu'au moment où vous partez de chez vous, tant que le chemin n'est pas détourné, parce que s'il est détourné et non justifié, évidemment, à ce moment-là, la sécurité sociale s'en lave les mains. Mais commencez par avoir un comité hygiène et sécurité dans l'entreprise qui conseille le chef d'entreprise, qui explique ce qu'il faut faire, qui aide les gens à comprendre comment se protéger, comment se défendre, tout cela. Et sur le terrain, quand il y a des accidents, ce qui peut arriver, ça arrive à tout le monde un accident, mais ça fait très mal, c'est vrai, mais bon, voilà, ça fait partie également des accidents du travail et des risques du métier. Un message adressé aux chefs d'entreprise. Ils ont entendu. Des médias, bien entendu. Tout le monde m'a entendu. Merci beaucoup, Ibrahim Baroum. Allez, à demain. Je rappelle que vous êtes journaliste et formateur à la suite de la Totale. Allez, merci, bye-bye. Bonsoir. Alors, on parle beaucoup des accidents de la route, on s'en indigne, on s'en offusque, mais est-ce que vous saviez que chaque année, ces accidents nous coûtent au moins 77 milliards de francs CFA en termes de pertes économiques? Et ce n'est pas tout. En 2020, plus de 14 milliards ont été dépensés en indemnisation. Je vous propose de suivre ce sujet réalisé par Seine Boubabou. Chaque année, plus de 600 morts sont enregistrés sur les routes au Sénégal. En croire le directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal et de la prévention routière. On a tendance toujours à sous-estimer les chiffres parce qu'aujourd'hui, il y a une moyenne qui a été retenue de 600 morts par an. Mais je peux même dire qu'en fait, on a largement dépassé ces 600 morts.
Si on se fie aux chiffres de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, effectivement, on a largement dépassé les 600 morts. Mais souvent, on prend les 600 comme étant un chiffre officiel. Et comme c'est ce qui est officiel, on ne peut que retenir ce chiffre-là. Plus de 1% du PIB national, soit 77 milliards de francs CFA de pertes économiques par an dues aux accidents de la route. Ce qui favorise le ralentissement de la croissance du pays, d'après Dr Sey, économiste, enseignant-chercheur à l'UCAD. Deux composantes principales. Le coût pour la société et ses conséquences, qui recouvre le coût du traitement médical, le coût de l'hospitalisation, le coût de la rééducation, la perte de revenus engendrée par la cessation temporaire durable de l'activité et notamment le coût privé du préjudice subi par exemple la victime tout simplement. Le coût économique des accidents de la route est de plus de 1% du PIB, soit une perte de l'ordre de 77 milliards francs CFA par an. En fait, voilà l'une de ces études de la Banque mondiale financée par l'organisation Bloomberg met en lumière les gains importants que générerait la diminution des accidents de la route dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Et d'ailleurs, même des études ont prouvé que des accidents de la route ralentissent la croissance économique dans les pays en développement. Donc voilà le Sénégal, si vous voulez. Le directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal conforte ses propos. Selon lui, 14,5 milliards de francs CFA ont été déboursés pour l'année 2020 en termes d'indemnisation. Je peux vous dire que 14,5 milliards ont été dépensés pour indemniser les assurés, mais dans le cadre uniquement des accidents de la route. Donc je veux dire, sur le plan, dans le domaine de l'automobile, je veux dire, tout ce qui est accident, réparation, en termes d'indemnisation, nous sommes à 14,5 milliards au titre de l'année 2020. Vous savez, les accidents de la circulation coûtent très cher. Il faut également que les gens sachent que très souvent, il faut détourner les rares ressources d'autres secteurs prioritaires pour assurer le traitement en urgence des blessés. Et même au niveau africain, c'est plus de 3 000 milliards de nos francs qui sont dépensés dans les accidents de la circulation. Selon les sources de l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 1 300 000 décès sur les routes chaque année dans le monde entier. Et ce coût direct des accidents liés à la circulation sur les routes est d'environ 518 milliards de dollars chaque année dans le monde et tourne autour de 3 000 milliards en Afrique. Merci à Seynabou Babou. Les routes tuent et cela se présente avec la force d'une évidence. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Adama. Le nombre de morts sur les routes inquiète beaucoup les usagers qui s'interrogent sur les vraies causes des accidents, mais surtout sur les solutions durables à préconiser. Des réponses avec votre invité ce soir, Mansour Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le président de l'amicale des moniteurs d'auto-école du Sénégal. Oui, Mansour a fait du chemin pour venir à l'émission. Et je crois qu'elle a conduit avec beaucoup de prudence. Ah, bien sûr. Très bien. Mansour, ces temps-ci, effectivement, l'émotion est montée d'un cran avec des morts d'hommes, mais surtout de jeunes. Notre confrère Ibrahim Bakhoum vient de passer tout à l'heure à l'antenne en nous saisissant encore avec beaucoup d'émotions que l'un des jeunes journalistes morts était son étudiant. Eh bien, c'est le lieu et l'occasion justement de prier pour le repos de l'âme de ces jeunes. Nous avons été à la levée de corps, tout le groupe immédiat, et nous présentons nos condoléances à l'ensemble de la corporation et aussi des familles. À ce stade précis, nous avons des infrastructures assez fonctionnelles. Nous avons un bon maillage du pays, en tout cas plus ou moins évident. Et puis, il me semble également que le parc automobile il est en train donc un peu de se rénover. Mais qu'est-ce qui explique que, malgré tous ces efforts, qu'il n'y ait pas eu une amélioration donc, de la fluidité de la circulation? C'est dû à quoi? Bon, merci d'abord pour l'invitation et je vous emboîte le pas en présentant mes condoléances au monde de la presse en général. Donc c'est vrai que l'État a fait
fait et continue de faire des efforts par rapport aux infrastructures routières, par rapport à la sécurisation des titres de transport. Et le constat est là, les accidents sont de plus en plus nombreux. Selon notre analyse, c'est simplement dû à dans un premier temps, une formation, manque de formation de certains usagers. Et dans un second plan, on parlera d'indiscipline au niveau de la circulation routière parce que nous en sommes tous témoins. On voit que les gens conduisent n'importe comment. Et cela va sans dire quand on apprend n'importe comment, qu'on puisse conduire n'importe comment. Mais si vous dites qu'ils conduisent n'importe comment, ils viennent des auto-écoles, non? Ils viennent de chez vous? On dira, nous, qu'une tranche importante de ceux qui conduisent très bien viennent des écoles de formation. Mais par contre, il y en a d'autres qui utilisent d'autres secteurs pour pouvoir accéder à la route. Mais encore que c'est relatif, hein? On peut sortir d'une auto-école et ne pas respecter tout ce qu'on a appris là-bas. Ouais, ça aussi, c'est un problème. On peut apprendre une chose et faire autre chose. Et là, c'est là où doit intervenir les agents des forces de sécurité. Donc, il faut discipliner aussi les usagers. Il y a la formation, mais après la formation, je pense qu'il y a la répression. Et la meilleure des répressions, c'est sans doute frapper au portefeuille, ou bien? Ouais, moi, je pense que, personnellement, que des amendes de 6 000 francs, 3 000 francs, oui. Ça ne se coupe pas. On voit que ça crée des récidives. OK? Par contre, si on touchait suffisamment fort au niveau des portefeuilles, il y a même des peines au niveau pénal pour certaines infractions, mais je pense que les accidents allaient s'amoindrir. On dit que c'est presque 1% du PIB, donc tous les ans. Tous les ans. Mais si peut-être on peut frapper au portefeuille à équivalence, peut-être que voilà, il y aurait moins d'accidents sur les routes. On se lance dans ces projections. Oui, mais c'est bizarre que l'État du Sénégal ne veuille pas s'enrichir de l'insécurité routière. Il aurait pu. Il aurait pu. Oui. Parce que ces amendes-là, si c'était assez fort, ça va dissuader certains mauvais conducteurs, d'une part. Et d'autre part, on perd plus de 1% du PIB. Mais l'État tarde à investir la moitié du PIB sur la sécurité routière. En quoi faisant, ils auraient dû? Mais vous savez, la sécurité routière, c'est un tout, c'est la globalité. C'est même la vendeuse de tchaf au coin a sa part. Ok, en faisant des spots publicitaires, en essayant d'accompagner les formateurs que nous sommes, en investissant sur la formation plus avec des outils dernière génération, je veux dire. Technologique, oui. Voilà, donc là on aurait pu amoindrir l'insécurité routière et diminuer les morts sur les routes. Oui, le comportement, c'est vrai, encore que c'est à un niveau individuel, mais il y a les conditions d'obtention des permis de conduire qui ne sont pas toujours transparentes. On sait comment ça se passe. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce qu'il faut tout simplement aller dans une école de formation, d'auto-école pour apprendre ce que dit le code de la route, tout ce qui tourne autour, avoir un permis? Est-ce que cela suffit pour prendre le volant? Non, je ne dirais pas que cela suffit. Mais je pense que c'est... quand on attaque le titre, des fois les gens ne regardent pas la sous-région. Les pays qui nous entourent, il n'y a même pas d'examen du permis de conduire. C'est juste des dépôts. Ici au Sénégal, on se tue à former les candidats et à les présenter à des examens. Peut-être qu'on ne pourra pas être là pour faire l'avocat de toutes les auto-écoles, parce que dans toutes les corporations, il y a des brebis galeux. Donc, mais l'écrasante majorité, je pense, travaille normalement et vraiment produit de bons conducteurs. Et ça se voit à travers les dames qui conduisent. Et par principe, toutes les femmes fréquentent les auto-écoles. Et ils ont une très bonne conduite sur la route. Mais qu'est-ce que votre association fait précisément pour lutter contre ça? Obtenir un permis de conduire par la voie la plus facile. Voilà. Non, ça c'est récurrent. Mais c'est un mal. Mais bon, c'est un mal, mais on ne peut pas être partout derrière. On ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque moniteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que le pourcentage est assez faible. Actuellement, le produit qui sort des auto-écoles, vraiment, c'est un produit de qualité.
Je ne le dis pas pour me jeter des lauriers. D'accord. Mais en tant que président, si les auto-écoles faillissent à la formation, je n'hésiterai pas à vraiment dénoncer ça. Parce que je suis un Sénégalais avant tout. Et je suis sur la route. Mais Mansour, inversons un peu le regard sur le monde des automobilistes. Et si on commençait par sanctionner positivement les bons conducteurs, en les montrant un exemple, en leur offrant peut-être des présents. Je veux dire, quelqu'un qui a fait 1 an sans accident, on lui dit, bon, on renouvelle son véhicule, par exemple. Ou bien peut-être à la limite même, il est cité un exemple dans les médias. C'est ceux-là qui sont invités. On ne regarde pas peut-être la dégradation du véhicule, mais on regarde peut-être le comportement et du véhicule et du conducteur. Est-ce que ça n'est pas une voie? Moi, je viens de voir mon ami Matar qui me dit qu'ils ont décaissé 14 milliards 500 millions en termes sur les dommages aux assurances. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait et combien ils ont encaissé et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la sécurité routière au niveau de la formation? Il faut même motiver les usagers que nous sommes et qui achetons cette assurance-là. Un conducteur qui fait 1 année vraiment sans faire d'accident devrait voir son assurance baisser, le coût de son assurance baisser. Et tout ça, c'est source de motivation pour mieux conduire. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, l'assurance coûte cher. Je suis sûr que Ibrahima Bakhoum, de là où il est, il pourra sans doute regarder un peu comment inverser les choses dans les écoles de journalisme. Alors, le coût des accidents, c'est un phénomène paralysant. Y a-t-il une solution qu'on peut préconiser, ne serait-ce que pour inverser un peu peut-être le rapport, investir sur des véhicules neufs, éliminer peut-être les vieilles gambades et en même temps aussi peut-être réfectionner les routes? On ne peut même pas les réfectionner parce qu'elles sont toutes neuves. Certaines routes sont toutes neuves. Mais ça en est une, je pense qu'actuellement l'État est en train de faire des efforts. Donc on va les changements de parc pour les transporteurs. Je pense qu'il faudra essayer aussi d'augmenter l'accompagnement et venir jusqu'à nous qui sommes les formateurs. Parce que nous aussi on a de vieilles gambardes avec lesquelles on forme nos candidats. C'est parce que ça ne suit pas. Donc ça, je pense que ça va accélérer la sécurité routière et ça aidera à vraiment combattre l'insécurité routière. Il y a quelque chose qui m'intrigue quand même, parlant des auto-écoles. Il y a cette pléthore d'auto-écoles. On en voit un peu partout dans les quartiers. Mais est-ce que toutes ces auto-écoles sont fiables et sont de qualité et donnent des formations de... Exactement. Ça, on ne saurait le dire, nous, auto-écoles, parce qu'on n'est pas en mesure de faire notre propre police. Ce n'est pas possible. Mais je sais que sous mon magistère, j'ai eu à déposer beaucoup de plaintes pour vraiment sauver notre corporation. C'est là, vous allez au stade de l'amitié, vous verrez des gens qui louent des véhicules à des gamins, à des bambins, sous l'œil des passants. Et puis, ça, c'est connu de tout le monde. Mais vraiment, c'est dommage parce que nous, on ne peut pas faire la police de la sécurité routière. On ne peut que mettre des plaintes sur la table de certains commissariats de police, regarder, discuter avec la tutelle pour qu'ils nous viennent en aide et on s'en limite là. Ce que vient de dire Adama, j'ajoute un autre élément pour causer l'affaire, c'est aussi le phénomène des Jakarta et des Tchak-Tchak. À tout coin de rue, dans Dakar, on a l'impression peut-être d'être un peu dans les pays asiatiques. Ce phénomène-là également, il a surgi comme ça, on ne l'a pas vu venir. Vous n'avez pas été vigilant pour voir un peu, à la limite, même votre profession est menacée? Moi, je ne dirais pas que notre profession est menacée. Il suffit juste de les former. Vous savez, la formation, c'est la base de tout. Oui. Même ceux qui conduisent le Jakarta, comme on le dit, ont besoin d'être formés, d'être préparés à la sécurité routière et tout. Et c'est ça notre mission. Malheureusement, on ne les voit pas. C'est à l'État d'instituer l'auto-école obligatoire, essayer d'orienter tout le monde vers la formation afin d'amoindrir l'insécurité routière. Alors, est-ce qu'il faut maintenant réglementer aussi le cas des camions? Les Sénégalais ont, par habitude, le langage dit les camions maliens. Il n'y a pas que ces camions maliens. Il y a certainement des camions sénégalais, des camions mauritaniens ou des camions de je ne sais où. Bon, bref, limitons-nous simplement à dire des camions. Sur l'axe Tambacounda-Dakar-Kédougou, c'est là où il y a un potentiel danger permanent. Et nous l'avons vécu nous-mêmes, parce que nous revenions de Dakar quand on nous a appris effectivement l'accident de ces jeunes journalistes. Mais encore à Gossas, il y a eu un autre accident, effectivement, nous étions également présents. C'est dire donc que cet axe-là, il est très dangereux, pendant surtout les fêtes religieuses.
Et de surcroît, il y avait également la visite du chef de l'État, la tournée économique du président de la République. Donc, potentiellement, il y avait un coefficient élevé de dangerosité sur cet axe-là. Pourquoi n'a-t-on pas pensé à un jalonnement policier nuit et jour? Ce serait, je pense, très difficile de mettre des policiers dans tous les axes, tous les axes qui sont difficiles de conduite. Je sais que l'axe Tamba, c'est un axe difficile, mais le conducteur aussi doit apprendre à manier son outil par rapport à la situation qui s'offre à lui sur la route. C'est ça, conduire et non déplacer un véhicule automobile. Il y a une nuance. Il y a une nuance. On déplace un véhicule comme on l'entend, mais on conduit selon les règles de la conduite automobile. Parce que quand on conduit, on prend conscience qu'il y a des dangers qu'on affronte et on essaie de réguler donc ça. Le camion, c'est une masse assez importante qu'on déplace. À une certaine allure, vous freinez, ça ne s'arrête pas. Oui. Ou bien ça ne s'arrête pas là où vous voulez que ça s'arrête. Donc tous ces calculs-là doivent être dans la tête du conducteur afin d'asseoir une conduite de sécurité. Malheureusement, dans certaines zones, bon, ça peut surprendre à tout moment. Ça peut surprendre, c'est ce qui s'est passé. On dit éclatement de pneus, genre. Mais si on avait une bonne maîtrise, même si un pneu éclate, on pourrait vraiment, si on a une bonne formation, gérer l'outil jusqu'à le parquer à bon. Alors, un usager de la route nous a dit également, peut-être préparant cette émission, que désormais la douane est très vigilante sur l'importation des véhicules. Maintenant, pour contourner la loi, surtout peut-être le principe douanier, certains importateurs de véhicules dépiècent les véhicules. Et donc, ils importent des pièces, si bien que la douane ne voit rien. Et une fois les pièces arrivées, la voiture est montée sur place ici. C'est ingénieux, je veux dire. Ils essaient d'être très ingénieux pour contourner la loi, mais n'auraient-ils pas été plus ingénieux en respectant la loi et en respectant aussi peut-être le code routier, ce qui permettrait donc une bonne fluidité de la circulation sur nos routes? Bon, moi, je ne suis pas de cet avis, parce que même si on dépièce une carrosserie, qu'on l'amène ici, ça ne pourra pas circuler, parce qu'il n'y aura pas de carte grise. Un véhicule, pour pouvoir circuler sur nos routes, doit être muni de documents. Mais si le véhicule est reconstruit à Dakar, il ne peut pas tout... Non, il ne peut pas rouler. Ah bon, parce que c'est le châssis, vous voulez dire? Oui, il faut une carte grise. Et même si vous le dépêchiez d'Europe, vous l'amenez ici pour le monter, ça ne vous autorisera pas à conduire ce véhicule. Vous pouvez peut-être vendre en pièces détachées. Et c'est ce dont on vit, parce que les Sénégalais n'ont pas les moyens d'aller acquérir des pièces neuves. Ça, nous tous, nous passons par là. Vous allez à Crédit Foncier, Thiaroye, donc. Alors, maintenant, passer l'émotion, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il y a des leçons de vie que vous pouvez tirer justement de ces incidents, ces derniers incidents, qui ne sont que les nouveaux, hein, mais sur la longue durée, il y a eu beaucoup de morts sur les routes sénégalaises? Il faut que l'État prenne des mesures, prenne cette situation à bras le corps. Parce que la base de la sécurité routière, c'est la formation d'abord. Donc, il faut qu'ils regardent, nous qui sommes les formateurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui déraille qu'on les corrige, qu'on encourage ce qui travaille, qu'on oriente les Sénégalais vers les établissements de formation à la conduite automobile et qu'ils arrêtent de concurrencer ces privés que nous sommes. Parce que l'État concurrence ces privés à travers le bas-train, en leur donnant des bourses de formation au lieu de les orienter vers les autres écoles. Donc je pense que si on commence par asseoir une bonne formation, par vraiment gérer la répression comme ça se doit, on ne manquera pas de voir une baisse drastique du nombre de morts sur nos routes. Très bien. Eh bien, merci Mansour. Ça a été très clair. Et puis, nous disons à tous nos téléspectateurs, roulez doucement et vous arrivez sûrement à destination. Merci, Mamadou Ndiaye. Merci également à votre invité. Magaï Kassé est notre diplomate ce soir. Il est germaniste. Bonsoir, monsieur Kassé. Alors, Magaï Kassé qui doit être avec nous ce soir pour parler de la décision de l'Allemagne de reconnaître pour la première fois avoir commis un génocide en Namibie au début du XXe siècle. Magaï Kassé, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir.
On va le retrouver avant la fin de la totale. Et puis on enchaîne avec Ailleurs A. Après 10 ans d'absence, je le disais dans le sommaire, Laurent Gbagbo rentre chez lui en Côte d'Ivoire ce 17 juin. L'ancien président ivoirien a définitivement été acquitté depuis le 31 mars par la Cour pénale internationale, la CPI. Cependant, son retour au bled suscite plusieurs controverses. Ses partisans du PDCI veulent lui réserver un accueil triomphal, mais le régime actuel, dirigé par Ouattara, n'est pas très convaincu. Aïssatou Kane et Cheikh Diop sont allés recueillir les points de vue d'Ivoiriens vivant à Dakar. Un retour au bercail dans une atmosphère de polémique et loin de la discrétion, comme le voudrait le gouvernement. Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire le 17 juin. Des spéculations et rumeurs qui n'ont pas de raison d'être, considère le délégué général du mouvement humaniste qui conçoit mal l'accueil populaire. Mais nous, en tant qu'humanistes, nous étudions ce volet sur 3 axes. Il y a l'axe politique et économique. Je prends l'axe économique parce que confectionner des pagnes, aller prendre des cars et récupérer des gens pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Toujours organiser des activités pour se faire de l'argent. Maintenant, le côté politique, je pense que Laurent Gbagbo depuis 2000, il a demandé à la population ivoirienne de le plébisciter. En 2010, après encore les élections, il y a encore eu des morts. Vous voyez? Donc, je mets son arrivée un peu sur le côté social. Parce que ce n'est pas nécessaire de faire du tapage pour un retour, sachant qu'on a eu pas mal de pertes en vie humaine. Donc moi, je pense qu'il entre tranquillement, qu'il voie sa famille, qu'il se repose. Il n'y a aucune raison de mûrir une quelconque idée de risque de débordement, argue un des membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce militant pense qu'un accueil triomphal est tout à fait normal et légitime. C'est tout à fait normal, en tant qu'un ancien président qui a quitté la terre de ses ancêtres pendant 10 ans et qu'il revienne, il faudrait que nous l'accueillions avec honneur. Et c'est ce que nous devons faire. Le président Alassane Dramane Ouattara, lui-même, à son retour de l'exil, il a bénéficié de cela. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que, autour de M. Laurent Gbagbo, certains disent non, il faudrait que ça soit en catimini. Non. Et que les gens arrêtent cet amalgame pour dire qu'il y aura des débordements, ils vont se donner des idées bizarres. Des questionnements nourrissent des controverses sur la condamnation de Gbagbo sur l'affaire dite casse de la BCEAO. Bon, moi, ce côté, je pense que c'est une affaire un peu complexe parce qu'il s'agit de la BCEAO, il s'agit des fonds qui appartiennent à plusieurs pays. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été pris et quelle a été la décision vraiment des autres pays. Est-ce que les autres pays membres de la CEDEAO ont opté pour qu'on annule ou qu'on rembourse? Ce sont les rebelles dirigés en son temps par le président Soro Guillaume qui ont attaqué la BCEAO. Mais pourquoi on veut rejeter sur Laurent Gbagbo? Un message est lancé à la communauté ivoirienne et au gouvernement. Vraiment, je vais dire justement à la communauté ivoirienne, mais particulièrement au pouvoir, de vraiment mettre l'accent sur la justice. Parce que quand il y a eu l'escadron de la mort, c'est quelque chose qui a existé. Il n'y a pas eu de justice. Et les 3000 personnes qui sont mortes, il n'y a pas encore eu de justice. Ça frustre. Que la justice soit faite. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, le retour de l'ancien président de la Côte d'Ivoire sur le sol de ses ancêtres continue de diviser. En attendant, les discussions continuent entre ses soutiens et le gouvernement. Et nous retrouvons notre diplomate ce soir. Je le disais tout à l'heure, professeur Magué Kassé. Bonsoir.
Bonsoir madame. Cette fois, c'est la bonne. Pour la première fois, l'Allemagne reconnaît avoir commis un génocide en Namibie au début du XXe siècle. Pourquoi, selon vous, avoir attendu jusqu'à maintenant pour reconnaître ce qui s'est passé entre 1884 et 1915? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et complexe pour ceux qui ne sont pas initiés à la politique coloniale de l'Allemagne de 1884 à 1919, puisque après la défaite de l'Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles lui a enlevé ses colonies, y compris ses colonies africaines. La Namibie, qui s'appelle ainsi aujourd'hui, s'appelait à l'époque le Sud-Ouest africain. Et c'était une terre de peuplement des Allemands, puisqu'il y a énormément d'écrivains, de romanciers, dont Hans Grimm, qui ont écrit déjà avant l'arrivée du national-socialisme avec sa philosophie d'un peuple sans terre, Volk ohne Raum, qu'il fallait peupler cette partie, cette colonie allemande, avec des Allemands. Ce qui s'est fait d'ailleurs, puisque jusqu'à nos jours, il y a énormément d'Allemands ou des descendants de ces premiers colons allemands qui sont restés en Namibie, qui s'est appelé Namibie après la bataille et la victoire de la SWAPO. Il y a beaucoup de traces de cette présence allemande en Namibie, d'abord par la langue, par les noms des rues, et par également le fait de laisser des vestiges de la colonisation allemande. Donc la Namibie a une place particulière dans la vie politique allemande, puisque contrairement au Cameroun, contrairement au Togo, contrairement à Zanzibar à l'époque, et dans une certaine mesure le Burundi, qui a été aussi colonie allemande, la Namibie ou le sud-est africain présentait beaucoup d'intérêt. Déjà, les terres agricoles des Herero et des Nama étaient convoitées. Je rappelle que, disons, 80% des Herero et 40% des Nama, parmi les ethnies qui peuplent la Namibie, ont perdu des terres et leur bétail a été confisqué. Et c'est le génocide. Ce terme n'a pas été utilisé facilement, comme on peut l'entendre, puisque l'Allemagne a toujours refusé encore qu'on met les guillemets, oui, de génocide. Alors que c'est le premier génocide qui a eu lieu dans le XXe siècle, bien avant l'Holocauste. Et pour preuve d'ailleurs, dans l'ordre d'extermination du général Lothar von Trotha de 1904, cet ordre disait Vernichtungsbefehl, c'est-à-dire ordre d'extermination. Et il était écrit expressis verbis, qu'il ne fallait laisser aucun survivant parmi les Herero et les Nama, il fallait les exterminer entièrement. Donc, évidemment, quand la Turquie a reconnu le génocide sur les Arméniens, les Namibiens ont exigé également de l'Allemagne qu'elle reconnût qu'il y a eu effectivement génocide. Mais on ne peut pas comprendre ça si on ne se rend pas compte de ce que cette colonisation a signifié pour l'Allemagne. Si en 1919, l'Allemagne s'est tournée plutôt vers l'Europe que vers l'Afrique parce qu'elle n'avait plus de colonies, il y avait quand même des survivances, disons des survivances de souvenirs qu'on a tenté d'enjoliver. Les colons allemands n'avaient pas été expulsés comme ils l'ont été dans d'autres colonies par les Alliés, et il y a eu des vagues d'émigration allemande début 1920, ce qui a beaucoup influencé la lutte de la SWAPO pour l'indépendance. Et de ce point de vue, il faut noter qu'avec la fin du fascisme en 1945, la naissance de la République fédérale d'Allemagne en 1949, il y a eu également la naissance de la République démocratique allemande, la RDA. Et cette RDA a toujours soutenu qu'il y avait eu effectivement génocide, qu'il y avait extermination des Herero et des Nama. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a soutenu la SWAPO jusqu'à la victoire finale, avec des programmes extrêmement intéressants pour les enfants des combattants de la SWAPO qui se battaient pour l'indépendance de la Namibie ou du sud-est africain, comme on l'appelait à l'époque. Les Nama ont toujours, les Namibiens ont toujours exigé qu'on reconnu, comme j'ai dit tout à l'heure, les génocides, et l'Allemagne a essayé de ne pas reconnaître, ne serait-ce que d'abord moralement, qu'il y a eu génocide avant
que le concept ne soit utilisé. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'Allemagne après la réunification pour essayer de se concilier les bonnes grâces dans une politique africaine dans laquelle la Namibie avait eu une place de choix avec une aide au développement assez conséquente. Et il faut dire que de l'autre côté, les Namibiens ont toujours exigé des réparations, mais elles se sont heurtées au refus de l'Allemagne. Et parlons, l'aide au développement, oui, comment? Parlons de réparation. Vous l'avez souligné tout de suite. L'Allemagne a promis d'attribuer, vous le savez, la somme exceptionnelle d'1 milliard d'euros, soit près de 700 milliards de nos francs, donc pas en guise de réparation, mais comme une aide au développement. C'est l'expression utilisée. Et quelle devrait être, selon vous, la portée diplomatique d'une telle action? La portée diplomatique est d'abord amoindrie par un fait très important. Vous savez, dans la dernière période, on a beaucoup parlé de la spoliation des biens culturels des Africains. Je lance un clin d'œil à Macron, au président Macron et à tous ceux qui l'ont suivi dans cette problématique. Mais dans le même temps, le Humboldt Forum de Berlin n'avait pas exigé qu'on rapatriât les têtes des héros qui ont été rapatriés en Allemagne à des fins scientifiques. Et c'est l'occasion pour moi de dire deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que ce n'est pas dans les camps de concentration allemands qu'on a pratiqué des expériences scientifiques sur les prisonniers de guerre, dont les Africains. Et je dois dire que malheureusement, dans nos pays africains, singulièrement au Sénégal, on ne sait pas du tout qu'il y a eu des Africains qui ont été internés dans les camps d'extermination nazis. On a fait des expérimentations médicales sur ces prisonniers de guerre. Mais avant ces expérimentations pendant le fascisme, un certain Eugen Fischer a développé dans le sud-ouest africain, encore colonie allemande, ce qu'on a appelé l'eugénisme, c'est-à-dire démontrer la supériorité de la race blanche, race entre guillemets, parce que ce concept est maintenant remis en cause, supériorité de la race blanche sur la race noire. Et ce Eugen Fischer, qui a initié ce qu'on a appelé l'eugénisme, n'était pas tout seul là-dedans. Il a commencé en 1908. Et figurez-vous que quand Hitler est arrivé au pouvoir, non seulement il s'est appuyé sur les travaux de Eugen Fischer, mais il s'est appuyé également sur les travaux des Américains qui ont fait à Tuskegee les mêmes expériences sur les Africains américains pour démontrer la supériorité de la race blanche et asseoir la ségrégation raciale. Donc c'est un phénomène qui me semble important. La deuxième chose qui me semble importante, on n'a pas commencé à ériger des camps de concentration pendant le fascisme allemand, mais les premiers camps de concentration ont été érigés dans le sud-est africain avec la même inscription qui disait ceci, sum cuique en latin. En allemand, c'est jedem das Seine, c'est-à-dire à chacun son sort. Et d'ailleurs, dans la même foulée, c'était aussi l'inscription Arbeit macht frei, le travail libère. C'est de l'ironie, bien sûr, c'est macabre, mais il faut dire qu'avec cet eugénisme, Eugen Fischer avait fait transporter en Allemagne 300 têtes héros. Et les Namibiens ont exigé, dans le cadre de la restitution des biens culturels, c'est un bien culturel, c'est un bien dont l'importance n'échappe à personne. Ils ont dit que nous ne pouvons pas faire le deuil de nos ancêtres qui ont été décapités et emportés en Allemagne tant qu'on n'aura pas ramené cette tête. Et je dis pour la petite histoire, récemment, avec la reconnaissance du génocide commis sur les Herero et les Nama, il y a eu le rapatriement de ces têtes. Mais la réaction des Namibiens a été une réaction relativement mitigée. Il a fallu une longue bataille pour qu'on reconnût que ces têtes n'avaient pas leur place dans les musées de Berlin, mais ces têtes avaient leur place, ils avaient droit à des sépultures dans les rituels, dans les cérémonies sacrées que les Namibiens consacraient à leur mort, au-delà du fait même génocidaire. Donc je pense que le fait que le gouvernement allemand ait décidé d'accorder le 28 mai 2021 un soutien de 1 milliard pour, disons, aider au développement, aider à ça, évidemment, c'est quand même quelque chose, d'une part, qu'on ne peut pas ne pas souligner dans son importance, mais je crois qu'il y a une grande plaie ouverte de réconciliation et les différents gouvernements allemands, certains de la CDU, CSU ou du SPD, soit
n'ont pas essayé de parler du tout de ce phénomène-là. D'ailleurs, je dois dire que jusqu'en 1984, l'historiographie allemande n'a pas enseigné du tout la phase coloniale allemande dans les écoles. J'ai fait ma thèse d'État sur les relations culturelles entre l'Afrique et l'Allemagne et j'ai consacré un chapitre à cette question-là qui disait que si il y a, disons, une forme de racisme violent ou subtil, c'est selon les cas, c'est parce que dans l'histoire qui est enseignée aux enfants allemands jusqu'à une date récente, on n'avait pas du tout fait donc l'exégèse, on n'a pas développé et vulgarisé la recherche sur la colonisation allemande. On s'est juste contenté de dire, l'Allemagne n'a pas été longtemps en Afrique, donc contrairement à la France, à la Grande-Bretagne, au Portugal, et la colonisation allemande était douce, ce qui n'est pas vrai, parce que rien qu'au Cameroun, je cite souvent à titre d'exemple un gouverneur qui avait une telle curiosité qui s'appelait Dominique, et quand les enfants camerounais n'étaient pas sages, on leur disait Dominique arrive et c'était la débandade totale. Il y avait encore jusqu'à une date récente au Cameroun un arbre qui s'appelait l'arbre du pendu, Galgenbaum, l'arbre de la pendaison, pour montrer que cette colonisation n'était pas plus douce que les autres colonisations. Il y a eu des mutilations, il y a eu des exécutions, il y a eu toutes sortes de choses. Donc, si aujourd'hui l'Allemagne reconnaît que c'est un génocide, c'est un pas important. Si l'Allemagne débloque des fonds pour aider la Namibie à se développer, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette minorité qui parle allemand, cette trace de la présence et de la civilisation allemande en Namibie est évidemment pour quelque chose. Et je dois rappeler que tous les Allemands ou tous ceux qui parlent allemand en Namibie et qui sont blancs n'ont pas été partisans de ne pas reconnaître le génocide. Certains même ont appuyé la lutte de la SWAPO pour l'indépendance de la Namibie. Ça aussi, c'est un fait historique qu'il faut bien relever. Oui, merci beaucoup, professeur Magaye Kassé, pour cette leçon d'histoire. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur au département de langue et civilisation germanique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, notre rubrique sur la faune et la flore nous emmène à la fiara qui se poursuit ici à la rencontre des chèvres au Boer, différentes de Jack Boer, oui, précision. Une variété sud-africaine renommée dans le monde entier pour sa viande. Et Boussafa Gabar-Diop s'est entretenu avec Richard Belcher, un fermier sud-africain reconverti dans l'exploitation de cette bête. Depuis 10 ans, Richard Belcher importe des chèvres sud-africaines au Sénégal. Un commerce en plein essor, il a vendu plus de 1000 bêtes ces 3 dernières années. Et la star de son cheptel est la chèvre Boer. Sa grande capacité à fournir de la viande lui confère une renommée internationale. La chèvre Boer est recherchée pour sa fertilité. Elle peut avoir plusieurs petits. Dans ma ferme en Afrique du Sud, certaines de mes chèvres ont 4 petits, d'autres 5. Et elles donnent aussi beaucoup de lait. Celles qui sont complètement rouges ne sont pas très fertiles, mais donnent beaucoup plus de viande. La chèvre Boer est le résultat de croisements entre les chèvres locales d'Afrique du Sud et les races laitières importées d'Europe. De très belles bêtes sont engendrées en croisant ces chèvres sud-africaines aux variétés sénégalaises. Les chèvres sénégalaises sont plus hautes, mais les sud-africaines sont plus trapues et elles ont plus de viande. Le croisement entre les deux donne des chèvres plus grandes et plus costauds que leurs parents. La chèvre sud-africaine a l'avantage d'avoir un corps plus consistant. Les sénégalaises ont l'avantage de la taille, même si elles ne sont pas plus petites. Pour cet expert des animaux de ferme, la chèvre est un parfait animal d'élevage pour un pays comme le Sénégal. Elles ont une grande résistance aux maladies et s'adaptent bien au climat désertique. Les chèvres sont très fertiles et elles mangent tout, de l'herbe ou même des branches. Donc elles sont plus adaptées aux réalités du Sénégal et au climat aride. Leur élevage est de plus loin, plus facile que celui des moutons. L'introduction de la race Boer est largement utilisée à travers le monde dans des programmes d'amélioration de la production caprine.
Avec nous sur ce plateau, Moustapha Gabar Diop qui a réalisé ce reportage à la foire de Dakar. Bonsoir Moustapha Gabar Diop. Bonsoir Adama. Vous avez beaucoup parlé de croisement dans votre reportage que nous venons de suivre. De quoi s'agit-il réellement? Par croisement, on veut dire prendre peut-être deux espèces de chèvres différentes et créer une nouvelle espèce ou une nouvelle race de chèvres. Dans le cadre de la chèvre Boer, c'est déjà le fruit d'un croisement de plusieurs chèvres qui venaient d'Afrique et croisées à des chèvres européennes pour leur lait. Donc l'idée, c'est de prendre une chèvre qui donne beaucoup de viande et peut-être de mélanger avec une chèvre qui a du lait pour avoir un produit qui a les deux spécificités. Comme par exemple, quand on amène des chèvres Boer au Sénégal, on a des chèvres, les chèvres sénégalaises sont plus hautes que les Boer, donc on a des chèvres plus hautes et beaucoup plus trapues. Donc c'est vraiment augmenter le bagage génétique des chèvres. Et cette chèvre est utilisée à travers le monde pour renforcer les espèces locales de chèvres. En raison de sa viande aussi. Oui, parce que, bon, comme je disais, la chèvre ici, peut-être elle est un peu plus mince, plus svelte. Et la chèvre Boer est plus trapue. Donc c'est un trait qui passe d'une génération à une autre. Et Richard Belcher, l'éleveur, me disait que quand on prend un mâle Boer et qu'on le mélange avec une chèvre ici, ça a plus tendance à mieux porter et à avoir des chèvres beaucoup plus fortes et dont la viande peut être plus facilement vendue. C'est comme les ladoum quand on parle des moutons. Oui, c'est un peu comme le ladoum, mais bon, un peu moins grand, on va dire. Oui. J'espère que je pourrai vous amener votre chef de Tabaski la semaine prochaine. Je l'espère aussi. J'attendrai en tout cas. C'est bientôt la fin de la Fiara. Exactement. Vous allez en profiter sans doute. Oui. Merci. C'est une promesse en direct. Merci beaucoup, Moustapha Gabar Diop. Allez, on enchaîne avec Bouillon Culture. Elle nous vient de Saint-Louis. Aminata Fall, nommée chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres en 2000. Elle est auteure, compositrice, interprète et comédienne qui a aussi participé au premier Festival mondial des arts nègres suite à l'appel du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Abdoulaye Mandi signe son portrait. Derrière cette belle voix imposante se cache une grande actrice de cinéma. Née le 29 janvier 1930, Aminata Fall se lance dans la musique en 1958. De vendeuse de cacahuètes, garnie de son surnom, devient une cantatrice très adulée dans sa région natale, Saint-Louis. Ce qui la pousse d'ailleurs à poursuivre l'aventure avec l'orchestre Star Jazz qu'elle intègre cette année. Parmi les chansons qui l'ont propulsée, Yaay Boy dédiée à sa mère et Mbeuguel. En 1966, le 24 avril précisément, elle participe au premier Festival mondial des arts nègres. Un an avant, elle rejoint l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano des Amis sur pied. Et d'une voix enchanteresse, elle séduit le monde entier grâce aux nombreuses tournées qu'elle fait à travers les continents. Du premier Festival mondial des arts nègres, elle fera partie des pionniers du Festival panafricain d'Alger avec Myriam Makeba, Ousmane Sembène, entre autres. Des festivals qui catapultent Aminata Fall au plus haut sommet. Une double carrière qu'elle a su gérer car oui, Aminata Fall était également comédienne. Une artiste multidimensionnelle, auteure, compositrice, interprète et comédienne. Avec Djibril Diop Mambéty comme réalisateur, elle interprète d'abord un rôle dans le film Touki Bouki, qui obtient le prix international dans la critique au Festival international du film de Moscou en 1973. 20 ans plus tard, elle interprète en live dans un court-métrage intitulé Bandi Cinéma sa chanson Sunday Ndongo, un court-métrage qui sera récompensé par le prix de la ville de Milan et le prix qualité du Centre national de cinématographie. Entre fiction et documentaire, Aminata Fall a également participé au long-métrage d'Irène Lichtenstein, une autre œuvre qui obtient le prix Karl Levesque du meilleur film image créole au Festival Vue d'Afrique de Montréal en 1991. Aminata Fall est nommée au grade de chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres pour l'année 2000, 2 ans après. Suite à une maladie qui impose ses déplacements sur chaise roulante, Aminata Fall rend l'âme dans la nuit du 24 novembre 2002 et repose depuis au cimetière de Tchakadiaï de Saint-Louis. De la peinture à la musique, Abdoulaye Mali est avec nous ce soir. Il va nous parler de Aminata Fall. Bonsoir, Abdoulaye Mali.
Bonsoir Adama. On n'a peut-être pas eu la chance de la connaître, mais sa voix, on l'adore. C'est notre Nina Simone. Voilà. Et qu'est-ce qui a inspiré Aminata Fall à se lancer dans la musique? Alors, ce qui a inspiré Aminata Fall, c'est surtout Mahalia Jackson. Alors, quand elle était plus jeune, elle vendait des cacahuètes juste devant une salle de cinéma. Et c'est devant cette salle-là qu'elle avait l'habitude d'entendre les chansons, disons, de Mahalia Jackson. Et c'est depuis lors qu'elle a commencé à fredonner un peu les chansons de Mahalia Jackson. Et au fur et à mesure, elle a commencé à chanter. C'est un peu ce qui a inspiré, disons, Aminata Fall, qui est aujourd'hui une référence, je vais dire, à travers ses chansons, parce que ses chansons éduquent, distraient, j'ai envie de dire, dénoncent également, qui font partie en tout cas des fonctions de la musique, avec une voix magnifique, comme vous venez de le dire, une voix enchanteresse. Et le mot qui revient. Ouais. Ces derniers jours n'ont pas été faciles, vous avez dit. Effectivement, malheureusement, parce que elle a perdu, disons, la mobilité, si je puis dire, de ses jambes. Une de ses jambes avait été coupée. Amputée, pour utiliser le terme adéquat, amputée. Donc, par la suite, elle avait été, avant donc son décès en 2002, elle est décédée en 2002, avant son décès, elle a perdu donc l'usage de ses jambes et se déplaçait en chaise roulante. Et elle a été une chaise qui lui avait été en tout cas offerte par une ONG Secours sans frontières. Donc la chanteuse n'avait pas donc les moyens d'en acquérir. Et c'est le président d'alors, M. Abdou Diouf, qui avait tout fait pour que, en tout cas, une intervention chirurgicale et puis puisse, en tout cas, avoir lieu, si je puis me permettre, et puis pour qu'elle aille en France pour en tout cas se faire opérer de sa jambe, parce qu'elle avait effectivement, comme vous venez de le dire, eu des derniers jours assez compliqués. Aminata Fall, qui est une voix magnifique, qui nous a quittés, comme je viens de le dire tout à l'heure, en 2002. Merci beaucoup, Abdoulahmane. C'est moi qui vous remercie, Adama. Et à la semaine prochaine? Très certainement, Inch'Allah. On va parler de quoi? De peinture, peut-être? Pourquoi pas? Encore, ce serait bien de revenir sur ça. Et si vous me le permettez, Adama, j'aimerais revenir un peu sur un petit truc par rapport à la définition que j'avais donnée la dernière fois, parce que beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec la définition que j'avais donnée de l'art, mais il faudrait contextualiser. C'était la vôtre. Effectivement. C'était ma définition, effectivement, parce qu'on était en train de donner une définition plus simple. Et puis, la définition que j'avais donnée, il fallait contextualiser cette définition. On parlait plus d'art plastique ce jour-là. L'art plastique, sa fonction première, je persiste et je signe, sa fonction première, c'est la beauté. La beauté, c'est la fonction première de l'art plastique. Sérieusement, Adama, on est bien d'accord sur ce point-là. Et lorsque je parlais de nature, je ne parlais pas de la nature en tant que telle. On est bien d'accord que la nature, c'est une œuvre divine. On est d'accord par rapport à ça. Or que l'art, c'est une œuvre humaine. On est d'accord par rapport à ce point-là. Maintenant, quand je parlais de la nature, je faisais surtout allusion à la beauté. Donc, la fonction première, la fonction première de l'art plastique, étant donné que c'était la beauté, je voulais surtout rappeler que l'art plastique, sa fonction ou sa définition, même si elle n'a pas une définition universelle, l'art, sa fonction et sa définition, c'est la production de la beauté. Je persiste et je signe, c'est ce que je voulais souligner, Adama, et merci de m'avoir permis de souligner cela. Merci à vous, Abdoulahmane. Et rendez-vous dans une semaine. On enchaîne avec bonne semaine. Et ce soir, c'est Banda Mangassa, président directeur général d'une société immobilière ici à Dakar, qui partage avec nous ses méthodes. La clé pour une bonne semaine, c'est le sport et l'organisation. Aïssatou Kane l'a rencontré pour nous. Alors, ma méthode à moi pour préparer une bonne semaine, c'est plus de faire des activités qui m'aident à m'évader le week-end. Souvent, pour certains, ça peut être la lecture, pour d'autres, c'est la marche au bord de la plage. Pour moi particulièrement, c'est le sport. Il y en a aussi qui font les jeux de console pour un peu oublier les soucis et vider la pression de la semaine précédente.
Et je dis qu'une bonne semaine, pour la préparer aussi, il faut être méthodique. C'est-à-dire, durant la semaine, il ne faut pas forcer les choses. Il faut y aller selon le rythme de son corps, qui évolue en mode de cours. C'est-à-dire le lundi, on y va de manière très soft, mais aussi très efficace. Voir bien les tâches qu'il faut faire le lundi. À partir du mardi maintenant, on peut appuyer sur la pédale pour forcer le mardi, le mercredi et le jeudi. Là, tu sois plein. Le vendredi aussi, il faut y aller à fond, sachant que c'est une demi-journée que l'on a. Pour nous, et qui sont dans l'immobilier et aussi nos confrères, nos collègues, on a un rythme un peu particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons plus les week-ends et les jours fériés. C'est les heures et les jours où les clients ont du temps libre que nous travaillons. C'est ce qui fait qu'on travaille au-delà de 18h, parfois on travaille jusqu'à 20h. Et nous arrivons aussi très souvent de travailler le week-end ou les jours fériés pour les visites et autres. Et dans ces circonstances, on ne peut pas se reposer le week-end. Donc ce que nous faisons, c'est choisir un jour dans la semaine, lequel nous allons profiter pour bien nous reposer en fait. Donc voilà, ça c'est notre méthode à nous. Et le conseil aussi, le dernier conseil qu'on va donner, c'est de pratiquer du sport. Parce que ça aide à l'équilibre du corps, que ce soit l'équilibre mental ou physique. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite aussi de passer une excellente semaine. C'est la fin de la totale dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe pour la coordination et rendez-vous dimanche prochain. Prenez soin de vous.